21 février 1916. Le soleil se lève sur Verdun. Rien ne bouge sur ce champ de bataille depuis que la guerre s'est enterrée ici, à l'automne de 1914. Verdun est un des secteurs les plus calmes du front, si calme que l'on a désarmé les forts. 6 divisions allemandes et 1250 canons ont été envoyés dans la nuit devant les lignes françaises. Une concentration de canons jamais égalée sur un front aussi étroit. En face, moins de 3 divisions françaises dans le secteur d'attaque et qui ignorent ce qui les attend. Les Allemands veulent saigner l'armée française en un lieu symbolique, Verdun. Ils savent que les Français seront obligés d'accepter de lourdes pertes et qu'il leur est impossible de rompre le combat. Pourtant, la France est déjà à la limite de son effort militaire. Depuis le début de la guerre, l'armée française compte déjà 600 000 morts. Dans les 2 camps, on avait prévu une guerre courte. Une guerre fraîche et joyeuse, avait dit Guillaume II. Les dernières offensives de l'Artois et de Champagne ont coûté à elles seules 250 000 victimes. 500 000 vont disparaître à Verdun, Français et Allemands, sur un champ de bataille de 20 km², un mouchoir de poche à l'échelle de la guerre de 14. Le soleil qui se lève ce 21 février 1916 sur le champ de bataille de Verdun, c'est le soleil de la mort. « 7h15, un coup de canon, puis 2, puis 1000. Toute la ligne est sans dessus-dessous, de Brabant-sur-Meuse jusqu'au village d'Orne. Toute la ligne du front de Verdun. Sur 20 km, la terre grimpe au ciel en geyser. Des trous de 12 mètres se creusent. Les arbres arrachés s'envolent. L'affaire a été préparée depuis longtemps par le général allemand von Falkenhayn et le Kronprinz. C'est lui qui commande à Verdun. La victoire ne fait aucun doute. Ce n'est pas une bataille habituelle. Il s'agit de faire la preuve de la puissance de destruction industrielle allemande sur un front réduit et réputé imprenable. Et d'abord par le feu du canon. 2 millions d'obus en 9 heures de bombardement. 3000 obus par batterie. Le feu de l'enfer, celui qui détruit tout, jusqu'au moindre brin d'herbe, celui qui change la terre de Verdun en croûte, celui qui rend la survie impossible sur 20 km. Les munitions arrivent par un chemin de fer à voie étroite. Les grosses pièces tonnent sur les forts, qui doivent être anéantis, nivelés. Douaumont, Vaux en priorité. Surtout Douaumont parce qu'il est dans l'axe de l'attaque allemande. Douaumont, planté au nord du champ de bataille, énorme baleine de béton et de briques, échouée dans les bois de Verdun. Le feu des canons bouleverse tout sur le champ de bataille et gagne progressivement vers l'arrière. Les Hauts-de-Meuse sont en flammes. 9 villages ont totalement disparu, rayés de la carte. Les obus frappent à longue distance jusqu'à 30 km pour empêcher les renforts d'arriver. Les canons français sautent les uns après les autres, incapables de répondre au tonnerre de feu. Et les hommes? Les hommes attendent 9 heures dans cet enfer. Certaines unités ont disparu, elles sont ensevelies. En une seule journée, 1 million d'obus se sont abattus sur les positions françaises, dont 100 000 au gaz. Un déluge d'obus toxiques à dose industrielle. Au quartier général du Kronprinz, le feldmaréchal von Eysler, vieux Junker au visage romantique, auteur du plan d'attaque de Verdun, lit les premiers rapports d'un œil satisfait. Et il dit à son adjoint, le général Demling, « Vous voyez bien qu'un bombardement de 100 heures était inutile. Il est temps d'envoyer des armes spéciales. » Ces armes nouvelles, expérimentées par l'industrie chimique de la Ruhr. Ces Stoßtruppen, troupes d'assaut, ont appris à se servir des lance-flammes, qui doivent anéantir les derniers nids de résistance, s'il en existe encore, avec leur longs jets de liquide enflammé. Il faut brûler les survivants, les éliminer par le feu. Les troupes d'assaut progressent en file,
par petits groupes. Leur souci est de se reconnaître dans le chaos des lignes françaises. Marchant dans les décombres, ils s'avancent en enjambant les troncs d'arbres abattus du bois des corps. Pas de réponse des Français, à croire que leur armée est chloroformée. Les troupes d'assaut ont revêtu leurs masques à gaz. Des vapeurs de chlore émanent des trous d'obus. Du beau travail, très précis. Il est loin le temps des bonbonnes des premières attaques au gaz d'avril 1915, quand le général Weygand, faute de mieux, recommandait aux soldats d'avancer dans la nappe, un mouchoir humide sur la bouche. Plus vite vous y serez, disait-il dans un télégramme, plus tôt vous en serez sortis. L'état-major français est encore dérouté par les attaques au gaz. L'industrie française n'en fournit pas encore assez sous forme d'obus. Les Allemands profitent de leur avance technique. Ils enfument. Ils étouffent l'ennemi. Pas d'ambulance pour traiter ces gazés qui deviennent aveugles, suffoquent, incapables de marcher, de se tenir debout. Les médecins ne savent pas les traiter. Les masques, distribués à la troupe, se sont améliorés, mais ils ne sont pas parfaits, et surtout ils constituent dans l'assaut une gêne insupportable. On ne voit rien dans leurs lucarnes, on ne respire pas dans leurs tuyaux. Les petits ânes venus d'Algérie, les chevaux, les mulets qui apportent aux premières lignes les vivres et les munitions, meurent en masse, pris par les gaz, faute de pouvoir respirer. Les troupes d'assaut avancent lentement, observant les cadavres ensevelis dans les décombres. Ils ont ordre de ne pas secourir les blessés nombreux qui geignent dans les abris défoncés. Rien ne doit retarder leur avance. Le secteur est encagé. Impossible de recevoir des renforts. Impossible aussi de reculer. La résistance se prolonge toute la journée. Dans la nuit, le corps à corps continue, sous la lune. Pris sous le feu de l'ennemi, les compagnies doivent se dégager à la baïonnette. Des conditions de combat inconnues jusqu'à ce jour. À cause de l'étroitesse du terrain et de l'enchevêtrement des positions, l'ennemi est en face, à quelques mètres. Et le combat tourne très vite au corps à corps, au carnage, à coups de pelle quelquefois. Le moment crucial des combats, c'est l'assaut. Les fantassins qui ont survécu s'accrochent à la moindre parcelle du sol. Commence alors la guerre des petits groupes isolés, vivant, souffrant et mourant dans les trous d'obus. Par petites unités, et souvent coupés de leurs supérieurs, ils résistent sans répit. Ils savent qu'il s'agit d'une mission de sacrifice. Leur seule victoire, rien d'autre que la volonté farouche de survivre, cette vertu cachée qui fit tenir les poilus de Verdun. Amère victoire du soldat perdu dans son trou, qui tire pour ne pas mourir. Mais c'est surtout un échec du système industriel qui prétendait pouvoir supprimer toute vie sur 20 km². Les armes les plus perfectionnées, utilisées avec méthode, n'ont pas suffi, ni les obus, ni les armes chimiques. Des blessés par milliers, bientôt par dizaines de milliers, Français et Allemands, des gens asphyxiés par les gaz qui avancent et glissent dans les trous parce qu'ils sont aveugles, des brûlés qui hurlent de douleur et que l'on ne peut pas secourir. Comment les opérer, comment les transporter? L'étroitesse du champ de bataille, pilonnée sans cesse par l'artillerie, empêche de les évacuer de la zone de feu. Il n'y a plus d'hôpitaux d'évacuation à Verdun. À la veille de l'attaque, il y en avait 14. Ils ont tous été détruits par les attaques allemandes. Pas de train d'évacuation, la voie est coupée. Les soins immédiats sont donnés par des infirmiers. Mais les postes de secours et les médecins, pour une intervention sérieuse, sont trop éloignés. Il faut pouvoir y parvenir, et la plupart des blessés n'y arriveront pas. Impossible de secourir les hommes perdus. Les brancardiers sont débordés. Ceux qui peuvent être opérés sont conduits aux chirurgiens qui coupent et taillent à même les chairs. Les commandants-majors amputent avec anesthésie sommaire.
Pas de remède contre la gangrène. La gangrène, c'est la mort garantie. Au poste du bras, on doit évacuer 100 blessés sous un bombardement au gaz. Ils étouffent, ils meurent pendant le transport. Les cadavres sont au mieux ficelés dans des suaires, traînés par les territoriaux dans des fosses communes. Sous le bombardement incessant, on relève à grand-peine l'identité des morts. Le champ de bataille, après 5 jours de cet atroce bombardement, est devenu un mouroir.